les pronostics et conseils hein, sur l'UE4 concernant ici l'épreuve qui va se dérouler assez tard. Mais bon, vous avez donc une épreuve qui est en général, là, j'ai remis en fait dans cette présentation de l'épreuve le sujet de l'année dernière. Il y a donc un contexte donc, dans lequel vous êtes collaborateur du cabinet comptable et vous êtes donc sollicité pour travailler pour un client en général. Hein. Ici, c'était pour la SARL de Joux. Donc, il faut bien s'imprégner du contexte, puisque après, c'est dispatché en plusieurs dossiers, en général 3 dossiers, avec des missions pour chaque dossier. Donc, bien prendre en compte que si le dossier, par exemple, le premier dossier a 3 missions, c'est que quelque part, il est plus important. Hein. Donc, faire 1 heure et demie sur le premier dossier, ça paraît peut-être normal. Cibler toujours 1 heure par dossier si possible, mais quand vous voyez qu'il y a plus de missions, c'est qu'il faut faire un peu plus de temps sur le dossier. Donc, il y a un contexte des dossiers, des missions pour l'UE4. Alors, je vais commencer par la partie conseil sur cette épreuve. Alors, premier conseil, bien rédigé, parce que donc de plus en plus, vous avez effectivement une partie technique en rouge qui est à 58% du sujet, mais surtout une partie rédactionnelle qui va prendre de plus en plus de place. Donc, il est important donc de soigner la rédaction. Donc, la forme est très importante. On pourrait dire que donc au niveau de la forme, par rapport aux reproches qu'on ferait sur les copies qu'on a corrigées précédemment, donc voilà, donc que les règles ne sont pas toujours énoncées, manque d'analyse juridique, souvent la partie rédactionnelle n'est pas assez structurée, il n'y a pas de conclusion ou pas de mise en contexte. Voilà, je viens de réaliser que je ne me suis pas présentée, excusez-moi, je suis Chantal Batseras. Je corrige l'épreuve de l'UE4 et chaque année, je suis appelée à corriger. Et c'est vrai que donc, du coup, au niveau des observations, on vous conseille fortement, donc dans le rapport de jury, hein, et, de vous entraîner à bien rédiger les réponses avec l'énoncé des règles, l'application et surtout ne pas oublier de conclure. Donc, il y a une certaine structure qui est demandée visuellement et aussi donc, au niveau de la forme. Bien faire 3 parties avec la réponse bien rédigée, euh, les règles, ensuite l'application de ces règles et la conclusion. Donc, une phrase de conclusion qui est à part, bien scindée du reste. Ensuite, autre conseil pour améliorer la forme, puisqu'il y a en général un manque d'analyse juridique. On a en général, il vaudrait mieux que vous structuriez la partie rédactionnelle, hein, donc faire 3 parties, euh, puisque vous avez la partie règles de droit, puisqu'avant tout, c'est du droit fiscal et pas de la fiscalité qu'on attend. Donc, on veut une règle de droit. Ensuite, l'utilisation des éléments du contexte doit venir dans l'application en l'espèce. Et donc, il faut que ça soit assez clair. Hein. Donc, il faut vous relire hein, parce que si c'est confus, vous perdrez forcément des points.
Donc, bien vous relire hein, après pour vérifier que vous avez bien répondu à la question comme attendu. Au niveau du fond, on constate des difficultés au niveau des connaissances, donc en particulier par exemple sur le régime des plus-values, par exemple, là j'ai mis des exemples, sur un calcul d'une assiette d'imposition, des acomptes de TVA par exemple. Bien renforcer toutes ces connaissances, c'est-à-dire que il faut pas simplement apprendre la règle sur le régime des plus-values de manière superficielle. Il faut aussi que vous ayez donc les petites notions, par exemple. Dans un calcul de plus-value. Il faut également savoir comment il se fait. Donc, la cession moins la valeur nette comptable. Mais en plus, il faut que vous sachiez comment une plus-value se qualifie. Donc, le calcul, la qualification, c'est deux choses différentes. La qualification, ça va être donc, est-ce que c'est une plus-value de long terme, de court terme et pourquoi. Donc, quelle est la règle là-dessus? Ensuite, il faut également dire qu'une plus-value, par exemple, est imposable à 12,8%. Enfin, il faut cerner l'ensemble de la notion de plus-value pour bien répondre à la question donc, de l'imposition des plus-values. Donc, quels sont également les différents biens qui sont sous ce régime des plus ou moins values. Il y a des difficultés d'application des règles, souvent, de droit. Donc, bien s'assurer que quand vous vous entraînez, enfin, je veux dire, vous avez bien compris la règle. Donc, du coup, bien s'assurer que vous savez très bien la rédiger en l'espèce. Donc, l'appliquer sur le cas particulier qui est donné dans le sujet. Donc, ça, c'est de l'entraînement. Hein. Donc, il faut faire des différents entraînements d'exercices sur les plus ou moins values, par exemple, si je reviens sur les plus ou moins values. Sur les plus ou moins values de titres, par exemple, faire un exercice dessus, sur les plus ou moins values concernant des sessions d'immobilisation, sur les sinistres, voilà. Donc, ça, c'est des règles différentes qu'il faut s'assurer qu'on ait bien compris. Voilà, bonsoir Shaima. Ensuite, euh, vous avez, par exemple, si je vous montre une bonne copie de ce qui serait attendu, vous voyez, pour la réponse à une question, donc 1.2, donc bien mettre le numéro de la question. Des fois, vous oubliez, hein, j'ai déjà vu des copies, mais bon, donc bien mettre le numéro. Et vous voyez bien que là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est bien scindé en trois partie ici, la réponse, avec la règle de droit qui est expliquée ici. C'est le cas ici on demandait quel est le régime concernant la TVA, donc la règle de droit sur le régime de TVA. Ensuite, vous voyez là, la bonne copie, elle laisse un espace pour bien ensuite répondre à l'application en s'appuyant sur le contexte. Vous voyez, donc en l'espèce, hein, ça veut dire que vous allez appliquer la règle de droit et qu'ensuite vous allez donc l'appliquer sur l'entreprise concernée. Donc on voit ici comme ça très visuellement que vous avez bien respecté les trois parties de ce qu'on attend dans
dans l'épreuve, c'est-à-dire la règle de droit, l'application avec l'argumentation. Il faut argumenter ses propos, c'est-à-dire, vous voyez, c'est pas simplement dire la SRL de joue est imposée au régime du réel normal, c'est surtout expliquer pourquoi. Donc, parce que son chiffre d'affaires total est de temps, voilà, et que c'est inférieur à temps ou supérieur à temps ici, hein, donc, voilà. Donc, ici, vraiment, il faut que vous expliquiez euh, de façon approfondie pour bien répondre à la question. Et enfin, n'oubliez pas cette dernière partie qui est souvent oubliée, enfin, c'est dommage, hein, c'est au niveau de la conclusion, hein. Il faut que dans la conclusion, vous répondiez à la question. Ça, c'est très important. Alors, si tu intègres la conclusion dans la question, donc dans le en l'espèce, le problème, enfin, ça peut, oui, bien sûr, hein, si on met à la suite en conclusion, le problème, c'est qu'on lit beaucoup de copies. Bon, on est deux à corriger hein, dans cette épreuve, donc c'est vrai que normalement, comme il y a double correction, hein, mais bon, là, on a plus de chances, en tous les cas, de bien vous notez la conclusion. Donc, un, c'est clair pour le correcteur, et deux, c'est clair pour vous. C'est-à-dire que vous aussi, vous vérifiez, si vous faites ces trois parties, vous vérifiez en même temps que vous avez bien répondu, que vous êtes allé jusqu'au bout de la réponse. Donc, c'est mieux si on revient à la ligne juste et qu'on mette en conclusion, la SARL est obligée d'être au régime du réel normal de la TVA. Voilà, car sa TVA due dépasse 15 000 euros. Comme ça, on est sûr qu'on a fait vraiment toute la démarche jusqu'au bout. C'est mieux. Mais bon, effectivement, hein, si la conclusion est en l'espèce, donc dans la partie application, hein, nous, on est bienveillants, les correcteurs, et effectivement, on note juste, hein. Tout à fait. Mais bon, là, je vous montre une copie dans laquelle, vous voyez, là, c'est très apparent et on peut pas passer outre. Voilà. Donc, du coup, c'est la totalité des points. Si on compare une mauvaise copie avec une bonne copie pour pour être plus au point là-dessus, euh, regardez un petit peu. Donc ici, c'est sur un tableau. J'ai fait exprès parce que en général, dans les dossiers qui sont attendus dans l'examen, vous avez des tableaux à faire et des réponses à rédiger dans les tableaux. Le problème, c'est que parfois, on voit dans les tableaux très succinctement la réponse directe à la question. C'est-à-dire que nous, c'est du droit fiscal qu'on attend, c'est pas de la fiscalité, c'est pas pareil, c'est-à-dire qu'on attend toujours une règle de droit. Donc ici, vous voyez dans la mauvaise copie, donc ça c'était un calcul de TVA et c'est sur une vente de produits finis. Pour moi, là, il n'y a pas de règle de droit. Donc, du coup, il perd la moitié des points, même si tout est juste. Et c'est vraiment dommage, hein. Voilà. Donc, alors que dans la bonne copie ici, il y a bien une analyse fiscale qui est faite, puisque vous avez quand même si la rédaction est très succincte, la livraison de biens à des tiers. Donc, on a la qualification de l'opération de vente de produits finis ici comme une donc la livraison de biens qui s'effectue à des tiers. Donc, on attendrait plus ici qu'ils mettent que c'est un assujetti, que ça s'effectue à titre onéreux. Enfin, là, c'est succinct, mais ça l'est moins que la précédente. Et donc, ce qu'on attend, hein, c'est que vous ayez, enfin, l'exigibilité obligatoirement de la TVA ici. Est-ce qu'elle est exigible ce mois-ci? Voilà, donc là, c'est la TVA est exigible à la livraison. Mais là, vous voyez,
Le en l'espèce, il est un peu bâclé. Donc, parce que donc, serait plus attendu ici en l'espèce. Parce que là, vous voyez, vous avez la même chose ici. On noterait la moitié des points, on est conciliant, on est bienveillant. Mais si vous mettez en plus l'explication de pourquoi il y a une TVA collectée ici, est-ce que tout ce qu'on attend, c'est de savoir, hein, est-ce que ça concerne bien les ventes de ce mois-ci? Bon, après, si c'est apparent dans le sujet, on n'attend pas plus que ça. Mais là, par exemple, pour la deuxième opération, la TVA sera donc exigible lors de la livraison des biens. Et là, on attendrait, vous voyez, en septembre, par exemple. Voilà. Donc, bien mettre également le détail du calcul, parce que vous pouvez faire une erreur puisque vous n'avez pas le droit à la calculatrice pour l'UE4. Vous pouvez facilement faire des erreurs de calcul. Ce serait dommage parce que nous, on note juste à partir du moment où, même si vous faites une erreur de calcul, c'est pas grave tant que vous avez le calcul, le détail du calcul. Hein. On voit bien que, par exemple, là, s'il avait mis 10 000 au lieu de 100 000, on aurait compté juste. Hein. On aurait vu que, bon, il a fait une petite erreur de calcul, c'est pas grave. Alors, j'ai donc une question maintenant dans les deux, trois derniers sujets. Je dirais, il demande de respecter ce schéma. Règles de droit et application. Mais ce n'est pas nécessaire. On peut répondre comme on voit dans la bonne copie. Oui, certes, mais oui, vous pouvez répondre comme dans la bonne copie, mais dans la bonne copie, il y a bien la règle de droit et l'application. Normalement, avec l'exigibilité à la livraison des biens, alors que dans la mauvaise copie, il n'y en a pas. Donc, c'est bien en fait, euh, voilà, c'est bien ce qu'on attend ici depuis donc la réforme, euh, qui y est effectivement la règle de droit et l'application. Voilà. Mais bon, là, je vous ai pris, si vous voulez, les opérations les plus simples, mais normalement, vous en avez enfin, donc, par exemple, je pense à une acquisition intracommunautaire, où là, il faut bien détailler l'exigibilité de la déductibilité donc, et l'autoliquidation au niveau de la TVA. Donc un peu plus, surtout au niveau voilà, de la date. Hein. Normalement, c'est à la facture, mais si c'est pas, si la facture n'est pas parvenue, ça sera le 15 du mois suivant. Enfin, donc, il faut bien détailler, s'il vous plaît, la règle de droit. Et après, expliquer pourquoi dans l'acquisition intracommunautaire, par exemple, la facture n'est pas reçue. Donc, voilà, il faut bien appliquer cette règle. Alors, j'avais une question sur les calculs. Avez-vous des astuces pour les calculs pour comme 5,5 ou 12,8% par exemple? Alors, 5,5, ça doit être non. Alors, 5,5, c'est donc sur la TVA. Sans doute, donc, de l'application de la TVA, ça tombe peu. Euh, c'est normalement, c'est plus, moi j'ai des astuces pour 10%. C'est-à-dire, normalement, pour la TVA à 20%, pour avoir directement le montant de la TVA, vous divisez par 6. Donc, par exemple, 24 000 euros TTC, si jamais vous avez un acompte, je divise par 6 pour trouver directement la TVA. Pour 10%, je divise par 11. Voilà. Après, pour le calcul à 12,8%, normalement, c'est pas un TTC qu'on a. Hein, c'est donc ici, ça doit être sur le taux d'imposition du PFU, donc sur les produits financiers ou les plus-values mobilières.
Enfin, vous, vous multipliez. En général, c'est des chiffres arrondis, hein. Euh, voilà. Mais je n'ai pas d'astuce sur le 12,8, hein. Je vous dis, hein, la seule astuce que je vous donne, c'est de mettre le détail du calcul, parce que même si vous vous trompez, on n'attend pas un calcul forcément juste, hein, quand vous faites de tête. On attend juste d'avoir la méthode, donc la démarche. Alors, appliquez-vous à bien écrire, hein, parce que là, par exemple, j'ai un étudiant, vous voyez, donc il a bien présenté, hein, c'est vrai, mais il s'est fait pénaliser parce que on le relisait pas. Donc, c'est vraiment dommage, hein, parce que les règles, vous voyez, hein, c'est une bonne copie, hein. Moi, j'avais l'habitude de le lire, hein, mais quand effectivement, lui, il a demandé sa copie parce qu'il comprenait pas sa note, étant donné que, il avait de bonnes notes en droit fiscal en général. Et ben donc, il a vu, il a vu, enfin, il était évident là ici que c'était compliqué de le lire, hein. Et bon, il y avait même un correcteur qui lui a mis que c'était pas lisible. Donc là, appliquez-vous à bien rédiger, mais aussi à bien écrire votre réponse. Vous voyez, là, c'est bien présenté quand même avec la règle de droit et le en l'espèce qui explique à chaque fois. Voilà. Ensuite, au niveau de comment vous allez être évalué, au niveau de votre réponse aux questions. En fait, ce qu'on attend, c'est par exemple une argumentation de l'intérêt ou non de souscrire de l'option d'après les débits. Donc, on attend vraiment que vous argumentiez. C'est pas juste quel est l'intérêt. Vous voyez la différence? C'est vraiment de faire en fait une structure dans votre réponse. C'est-à-dire que vous allez vous introduire la règle de droit, mais de manière structurée, rédigée en trois parties. Donc la règle de droit, la correcte application en l'espèce et la conclusion par rapport à la question. Donc ça, c'est pour nous une argumentation avec donc une structure. Donc l'intérêt ou non de souscrire à l'option d'après les débits pour l'ASA, donc si j'ai pris un sujet, hein, compte tenu de l'impact financier. Donc vous voyez les compétences ici. Si on n'a pas de réponse, on est dans le niveau de compétence 1. Quand on corrige, hein, donc vous avez 0. Si le candidat n'énonce que le principe et qu'il n'énonce pas ni l'application, il n'énonce pas d'application, hein, donc il ne peut pas conclure forcément, et il n'a que 0,5, il est au niveau 2. Et si le candidat énonce le principe et l'applique en l'espèce, là, vous n'avez pas la totalité des points, il vous manquera 0,5 parce que vous n'avez pas conclu. Vous n'aurez la totalité des points que lorsque vous énoncez le principe, l'application et la conclusion. Voilà. Donc là, vous avez en dessous le corrigé attendu, hein. Donc le corrigé qu'on appelle type, ça veut dire que bon, c'est une correction, mais c'est juste un exemple de correction. Voilà. Si vous argumentez de manière à bien faire comprendre au correcteur que vous avez bien compris la règle de droit, que vous savez donc l'appliquer et que vous répondez ensuite en conclusion à la question posée, donc l'intérêt ou non de souscrire, hein, voilà, vous avez la totalité des points. Attention à l'application, ce n'est pas juste de dire
ah, mais l'option pour les débits, ça serait peut-être intéressant pour l'entreprise parce que, par exemple, euh, donc ça permet de simplifier. Mais bon, là, il faut que vous appuyez en fait sur le contexte, sur ce qui était donné dans l'énoncé. Voilà, on attend vraiment. Ici, par exemple, l'ASA a la possibilité de poser l'option d'après les débits, car elle réalise des opérations. Donc, et il faut voir en fait ici, bon, c'est pas très complet, hein, mais il faut voir le montant de ces opérations pour voir si la prestation de service a un poids suffisamment important pour que ça soit intéressant pour l'entreprise. Donc, bien vous appuyer sur le contexte pour ce genre de questions, je dirais en particulier isolées, c'est-à-dire que c'est pas un tableau à faire avec c'est vraiment une argumentation ici. Donc ces questions-là, en général, quand elles sont isolées, enfin où il n'y a pas, donc c'est une question seule, je parle, où il n'y a pas d'ensemble d'opérations à poser, c'est plus ici, vous voyez une question de cours. Et là, elle valent pas mal de points, il faut pas les, c'est dommage. Donc là, ça vaut 2 points par rapport à une question où vous avez tout plein d'opérations sur la TVA à produire. Donc c'est pas la même portée. Voilà. Donc, euh, je voulais vous dire également que avec les fiches Ben, j'ai été recrutée pour, euh, pour vous entraîner sur des sujets inédits de l'UE4. Avec 4 sujets qui vous ont permis en fait de bien voir hein, les différentes attentes sur les différents dossiers qui pourraient tomber à l'examen. Les dossiers de TVA, mais aussi les dossiers sur l'IS, les dossiers sur un calcul d'impôt sur le revenu, etc. Donc ça vous permet de revoir les points essentiels de l'ensemble du programme. Et même la dernière séance, c'était vraiment sur des points de difficulté sur certaines questions ou encore des points de base sur la TVA. Parce qu'en général, c'est ce qui tombe, on va le voir par la suite. Donc, si on résume, si vous voulez bien réussir l'épreuve, donc dans sa méthode et dans son contenu, premier conseil, c'est de rédiger chaque réponse et de les structurer. Pas, même si c'est dans un tableau, on attend vraiment une rédaction. C'est vraiment une règle de droit qu'on attend. Donc, bien rédiger cette règle. Ensuite, deuxième conseil, c'est que si jamais vous constatez, après avoir répondu donc à la question posée, vous constatez que ah, ben là, je crois que j'ai oublié d'aller voir dans le sujet ce qui était marqué pour répondre à la question. C'est que quelque part, vous n'avez pas appliqué la règle. Donc, il faut bien contextualiser les réponses en appliquant la règle. C'est-à-dire que, par exemple, ici, j'ai pris une question sur donc première question, c'était si l'entreprise quel est son statut vis-à-vis de la TVA, l'entreprise en question. Donc là, certes, donc on a effectivement le statut, donc l'assujetti partiel avec qu'est-ce que c'est qu'un assujetti partiel? Donc si c'est un assujetti qui réalise des opérations entrant dans le champ et donc hors champ. Et
Après, vous voyez, on est allé voir dans le contexte que la SAS, qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce qu'elle faisait des activités qui étaient dans le champ, mais aussi donc lesquelles? Donc il faut les mettre parce que si vous mettez la SAS Mosée réalise des activités dans le champ et hors champ, ben non, c'est pas ça qu'on attend. C'est vraiment quelles sont les activités qui sont hors champ. Donc ici, l'activité de la SAS Mosée, c'était les dividendes qui étaient hors champ de TVA. Donc ici, on attend une contextualisation des réponses. C'est ça qu'on appelle contextualiser une réponse, c'est aller voir dans le sujet pour justifier le fait que c'est un assujetti partiel. Donc ici, vous voyez, euh, donc ici le fait que vous ayez marqué que l'activité de la SAS Mosée, c'était une activité de portefeuille de titres, donc de gestion de portefeuille de titres. Donc ici, l'activité hors champ qui était couplée à son activité commerciale. Troisième conseil, présentez le détail de vos calculs pour assurer des points. Donc, même si vous vous trompez, même si le 12,8% vous pose problème ou le 5,5% vous pose problème, c'est pas grave tant que vous avez mis le détail. On compte juste. On est bienveillant. À chaque question doit être présentée une règle fiscale. Donc, ne l'oubliez pas parce que par exemple, si souvent on a comme question calculer la TVA due, donc là, on attend par exemple la règle concernant le crédit de TVA. Parce que donc, une fois que vous avez fait le calcul, vous constatez un crédit de TVA. Et donc là, on veut savoir comment, au niveau du droit, vous allez donc avoir l'entreprise va avoir la possibilité donc de se faire rembourser ou de, enfin, donc il faut que vous mettiez l'ensemble des possibilités, les montants, etc. De la règle et que vous l'appliquez ensuite à l'entreprise. Quel conseil, parce qu'on attend ça surtout aussi quels conseils vous allez lui apporter pour optimiser sa fiscalité. Voilà. Alors, euh, donc les pronostics alors, les pronostics, je les ai faits à partir en fait des sujets qui sont tombés. Donc là, vous avez une partie des thèmes, hein. J'ai mis en gros. Alors, en général, enfin, donc dans les sujets qui sont tombés, en prenant donc du sujet zéro jusque en 2023, c'est l'impôt sur le revenu, sur les revenus qui donc tombe systématiquement. Par exemple, dans le sujet zéro, il y avait le foyer fiscal et les BNC. En 2020, il y avait le PAS, par exemple, les réductions d'impôts avec les RCM, revenus fonciers, le PAS, prélèvement à la source en 2019. Vous voyez, 2021, c'est RCM à nouveau, traitement et salaire et foyer fiscal. En 2022, vous avez les revenus fonciers et les plus-values immobilières qui sont tombés. En 2023, l'année dernière, le foyer fiscal, l'RCM et les loyers. Donc, l'RCM tombe souvent. Donc, faites attention. Peut-être qu'en 2024, il y aura à nouveau les RCM. Peut-être également, les plus-values de titres, hein, c'est une possibilité, hein, parce que ça aussi, ça fait partie, en fait, c'est couplé, hein. Si vous avez les RCM, en général, vous pouvez avoir de fortes chances d'avoir des plus-values de titres. Donc, vous avez à la fois les dividendes et les ventes de titres. Donc ça, l'impôt sur les revenus, faites attention, ça tombe souvent. Les prélèvements sociaux, c'est rare. C'est tombé bon, avant la réforme, hein.
Mais donc, il est possible que vous ayez la CSG, le CRDS. Donc, faites attention également à bien les réviser. C'est simple, hein, c'est juste à bien apprendre les différents taux et donc à les appliquer pour savoir. Normalement, l'imposition des prélèvements sociaux, c'est 17,2%. Et il faut détailler en fait ces taux, combien de pourcents de CSG, combien de pourcents de CRDS. Ça dépend des types de revenus, hein. Vous avez en fonction des types de revenus, donc des pourcentages à apprendre. Les BIC, vous voyez, c'est rare, ça tombe. En général, toutes les entreprises sont plutôt soumises à l'IS et on fait plus un comparatif avec les BIC. Donc, l'entreprise qui est soumise à l'IR et donc, euh, le, qui est, le contribuable va être donc soumis dans la catégorie des BIC, le gérant associé. À ce moment-là, effectivement, c'est des entreprises qui sont les SNC. euh, Vous avez des SNC, le URL si c'est détenu par une personne physique. Mais toutes les autres sociétés, la SA, la SAS, la SARL, etc. Donc ça, c'est à l'IS. Alors en général, d'après les statistiques, 83%, donc c'est l'IS. Alors quoi dans l'IS? Quoi dans l'IS? Ben, dans le sujet 0, par exemple, il y avait la gestion du déficit. Vous aviez également les plus-values, les différents retraitements, donc le calcul du résultat fiscal hein, qui est régulièrement repris. Vous voyez, par exemple, l'année dernière, il y avait aussi un calcul de résultat fiscal. L'an 2022, à nouveau un calcul de résultat fiscal, hein, donc les différents retraitements, les règles sur les différents retraitements à l'IS. Vous avez aussi les modalités de recouvrement hein, qui peuvent tomber. Le régime de faveur, il est tombé 2 fois d'affilée, donc 2022 et 2023, le régime des PME à 15%. Euh, Vous avez le déficit qui tombe aussi régulièrement, puisque c'est tombé en 2021, la gestion du déficit, et donc c'est pas tombé, mais dans le sujet 0, il y était déjà. Les plus-values qui tombent normalement aussi régulièrement, mais que je pense peut-être en 2024, qu'il y aura donc un calcul de plus-value, une qualification de plus-value, avec donc les incidences sur le résultat fiscal. Donc ça, c'est fortement probable. Voilà. Après, donc les règles des BIC, c'est tombé en 2022 avec la SRL de famille, donc avec les conditions d'une SRL de famille. Et vous voyez, vous avez toujours pareil les règles du résultat fiscal hein, peuvent être communes aux deux, à bien connaître. Par exemple, ce qui tombe le plus, c'est les comptes courants d'associés, c'est pour l'IS, les jetons de présence, euh, c'est c'est ce qui tombe, les rémunérations d'associés, de conjoints. Voilà, ça, c'est les cas vraiment type de règles de calcul du résultat fiscal. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour l'instant, j'en vois pas dans le chat. Après, donc, si on continue les pronostics sur la TVA, ça tombe régulièrement, vous voyez. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que vous allez avoir comme type de régime? Est-ce que vous avez le régime du réel normal ou le régime du réel simplifié? Alors, bon, d'après le pronostic ici, comme vous voyez, en général, c'est réel normal puis réel simplifié, réel normal puis réel simplifié, réel normal puis réel simplifié. Alors, pourquoi pas en 2024? Le réel normal.
Donc ici, le CA3, la déclaration CA3. Euh, donc après, vous avez des règles spécifiques aussi à méfiance. Par exemple, sur les locations, ici, c'est tombé l'année dernière. Et puis, donc attention, vous avez aussi les régularisations qui tombent très souvent, vous voyez. Soit la globale, hein, soit l'annuelle. Vous voyez, presque chaque année, vous avez une régularisation. Si vous avez le réel normal, vous avez peut-être plus de chances d'avoir effectivement une régularisation annuelle ou globale. Ne pas négliger les régularisations de TVA, donc avec les reversements ou les compléments de TVA. Donc après, vous avez ensuite la taxe sur les salaires qui n'est jamais tombée. Donc bon, ça peut cette année à travers une question. L'imposition du patrimoine, on a déjà eu l'IFI et les droits d'enregistrement. Donc, pas eu de, les impôts locaux ne sont pas tombés. Et l'IFI et le droit d'enregistrement, c'est régulier. Excusez-moi. Là, on voit pas la fin, mais c'est le contrôle fiscal. Je crois y avoir fait un tableau avec donc normalement ça tombe. Et ça ne m'étonnerait pas qu'en 2024 vous ayez une question sur par exemple les taux d'intérêt de retard. Voilà, c'est par exemple si jamais vous avez pas rendu la déclaration dans les temps, donc le taux d'intérêt de retard qui peut s'appliquer. Enfin, vous pouvez avoir facilement des questions sur la partie contrôle fiscal. Mm. Avec les pénalités, les sanctions, voilà, qui, euh, qui pourraient être imposables à la société en plus. Voilà. Mm. Donc, je suis prête à répondre à vos questions. Avant, je rappelle quand même, enfin, je conseille fortement, et je le dis également à mes étudiants, de vous inscrire, étant donné que vous avez, donc, si vous êtes donc en troisième année simplement, mais je vous conseille de vous inscrire au DSCG, en tout cas sur l'UE3, le contrôle de gestion et le management, parce que cette épreuve, elle est, je dirais, facile par rapport aux autres, venant d'avoir toutes les connaissances de management et de contrôle de gestion en DCG. Euh, En général, les étudiants réussissent cette épreuve. Je vous rappelle également que Fishben prépare les UE du DSCG pendant l'été. Et donc, ce qui vous permet d'assurer une bonne réussite lors de l'examen. Alors, j'ai une question. Euh, Si vous aviez un seul conseil pour réussir cette UE, vous diriez quoi, Madame? Je dois absolument réussir. Ah, ça c'est très bien parti déjà. Le fait de vous mettre dans des conditions de réussite, c'est très bien. Moi, je dirais donc, si tu veux t'assurer de réussir cette UE, il te faut t'assurer pour chaque question que tu es bien structuré, c'est-à-dire la règle de droit, l'application de cette règle et éventuellement une petite phrase comme j'ai dit tout à l'heure. Bien également revoir les règles pour une société, surtout à l'IS, hein, parce qu'en général, c'est ce qui tombe. La TVA, bien sûr. Euh, ouais, mais c'est beaucoup de conseils. Tu m'en as demandé qu'un, c'est vrai. Ouais, un seul conseil. euh,
un seul conseil, je dirais hum, la TVA. Ouais, parce que ça tombe chaque année. Bien reprendre les règles sur la TVA. Ouais, les ventes, les achats, ce ce qui tombe le plus, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pouvez-vous expliquer la différence entre IR et BIC? Oui, j'ai du mal avec le concept de BIC. Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'on va te poser la question à l'examen, par exemple, quel est le régime fiscal? Il ne faut pas répondre les BIC. Il faut répondre l'impôt sur le revenu. Le régime fiscal, c'est l'impôt sur les revenus. Et dans la déclaration d'impôt sur les revenus, on va avoir donc à déclarer dans quelle catégorie il est ce revenu. Donc, quand tu as une entreprise et que tu as un bénéfice, c'est un revenu qui va être à déclarer sur ta déclaration de revenus 2042 et dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc, les BIC, c'est une catégorie. L'IR, c'est un régime fiscal. Le régime fiscal, c'est soit l'IS, soit l'IR, uniquement. Et si on est à l'IR, il faut savoir que, on va donc imposer le bénéfice dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux. Si c'est, attention, une profession libérale, ça sera dans une autre catégorie qui sera les BNC, bénéfices non commerciaux. Voilà, c'est donc effectivement juste les BIC, une catégorie de revenus. Dans quelle catégorie de revenus? Et ça peut être aussi l'objet d'une question à l'examen, hein. Ça fait partie des compétences que vous avez dans le programme. Quelles sont à quelle catégorie appartient ce revenu? Est-ce que c'est au revenu foncier? Si c'est par exemple une location d'un bien, attention, là aussi, hein, il faut dans la location que vous vérifiez si elle est meublée ou non meublée et si à quel usage, si c'est à usage d'habitation ou à usage professionnel. Alors, une deuxième question, le contrôle fiscal, c'est dans un dossier BIC ou IR? Alors, non, ça peut être partout en fait. Voilà, ça peut être donc le contrôle fiscal. euh, Vous pouvez en avoir dans une entreprise, vous pouvez en avoir pour un particulier. Indifféremment, hein, je pense que voilà, c'est vraiment un chapitre qu'il faut pas négliger. Bon. Les acomptes de TVA peuvent tomber. Alors, si c'est le régime du réel simplifié, oui. Mais bon, c'est tombé l'année dernière, le régime du réel simplifié. Euh, donc, bon, ça peut retomber, on l'a déjà vu hein, 2 fois d'affilée. Mais oui, les acomptes de TVA peuvent tomber si jamais, attention, on est sous le régime du réel simplifié. C'est quoi la différence entre le report en arrière et le report en avant? Alors, déjà, le régime de plein droit, c'est le report en avant, c'est-à-dire que euh, quand vous avez un déficit, voilà, par exemple, j'ai une entreprise, elle a réalisé un déficit, eh ben, je vais reporter ce déficit sur un bénéfice que je ferai l'année suivante. Mais bon, en général, quand je fais du déficit, c'est que je suis en difficulté. Donc, je ne suis pas sûre l'année suivante de faire un bénéfice. Donc, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de le reporter en avant sur les bénéfices futurs, je vais opter, donc c'est une option, c'est une demande qu'on va faire, de reporter ce déficit sur un bénéfice antérieur. Donc le bénéfice qui vient juste avant, hein, on a droit de le reporter qu'une fois sur un bénéfice antérieur. Voilà la différence. Soit on laisse en l'état et on attend de faire un bénéfice l'année suivante pour enlever ce déficit.
soit on opte et on va plutôt prélever donc ce déficit sur un bénéfice antérieur. Dans ce cas-là, eh bien, donc comme on a payé l'année précédente des impôts sur ce bénéfice, eh bien, on va demander un remboursement de la créance, enfin, on va le remboursement de l'impôt payé. Donc, on va avoir une créance envers l'État par rapport à ce déficit qu'on a fait cette année. C'est donc plus intéressant pour une entreprise de faire un report en arrière parce que l'État va lui rembourser de l'argent tout de suite. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut connaître les seuils, loi de finances 2023 ou 2024 pour la session 2024. Alors, les seuils, normalement, c'est sur 3 ans, si je ne me trompe pas. Donc là, je crois que les seuils, c'est à peu près les mêmes. Donc, de toute façon, c'est un sujet de 2024 qui a été conçu normalement en janvier 2024 et normalement, on s'appuie sur les éléments de 2024. Sachant que de toute façon, là, les seuils, c'est sur l'année 2023, puisqu'on va vous demander, oui, donc ça sera des seuils de 2023, on va vous demander en général, hein, je sais pas, par exemple, euh, le régime d'imposition pour 2023 euh, par rapport aux revenus de 2023, puisqu'on n'aura pas les revenus de 2024. Donc forcément, ce sera des seuils de 2023. Voilà, sachant que bon, là, normalement, les seuils, c'est sur 3 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je réponds avec plaisir. Je ne vois pas qui est présent, donc effectivement, c'est... hop. Alors, une autre question. Faut-il connaître par cœur les montants qui séparent les micro-BIC? Alors, les seuils ne sont pas à connaître par cœur, hein, ce seront donnés normalement. Faut-il connaître par cœur les montants qui séparent les micro-BIC, le régime simplifié et le régime réel? Non, donc normalement les montants sont donnés puisqu'ils changent. Et il me semble que cela varie en fonction des types de sociétés. Non, ça varie, c'est-à-dire que ça varie les seuils en fonction de si ça parle du régime de TVA ou si ça parle du régime des BIC. Voilà, les seuils, ça, on peut vous les donner que pour ça. C'est donc ici, il faut bien repérer. Est-ce qu'on vous demande, est-ce que c'est un régime de franchise de TVA, un réel simplifié ou un réel normal? Ça, c'est les seuils de TVA. Et après, si jamais pour les BIC, c'est micro BIC. Donc, ça, c'est un tableau à part, notre tableau, avec micro BIC, réel normal et réel simplifié. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Donc, les seuils, hein, normalement, sont donnés. Alors, j'ai du mal à comprendre quand on doit déduire la TVA pour un immeuble et à quel moment on doit faire un reversement. La règle principale, ici c'est une bonne question, c'est donc quand est-ce que l'immeuble est achevé. C'est-à-dire que si sa date d'achèvement est supérieure à 5 ans, l'immeuble n'est plus imposable, mais on peut opter pour être imposé à la TVA, donc lors d'une vente, hein, je parle. Alors, quand est-ce qu'on doit déduire la TVA pour un immeuble? Du coup, si,
Euh, pour un immeuble, vous pouvez déduire la TVA. Donc, du coup, c'est quand vous l'achetez, hein. Normalement, dans les 5 ans avant la date d'achèvement. Et si c'est après, donc la cession, hein, donc quand vous vendez votre immeuble, donc vous l'achetez, enfin, quelqu'un vous vend l'immeuble, vous l'achetez. Si c'est à plus de 5 ans, c'est pas imposable, mais donc, enfin, le cédant peut décider d'opter pour être imposé à la TVA. À ce moment-là, vous pouvez aussi déduire la TVA quand c'est à plus de 5 ans. À quel moment doit-on faire le reversement? Le reversement doit se faire lorsque la cession, donc, elle est imposable quand vous l'avez acheté. Donc, vous cédez un immeuble. Vous avez été, quand vous l'avez acheté, vous avez pu déduire la TVA. Mais quand vous le vendez, vous n'êtes pas imposé. Donc à ce moment-là, on va vous demander de reverser la TVA, une partie de la TVA que vous avez déduite en fonction du nombre d'années. C'est là que vous avez le reversement de TVA. C'est lorsqu'à l'achat de l'immeuble, vous avez déduit de la TVA, alors qu'à la cession, vous n'êtes pas imposable. Voilà. Faut-il connaître par cœur les barèmes de TVA? Non, normalement, ils sont donnés. Voilà. Et à chaque année, ils ont été donnés. Donc, normalement, on n'a pas à les connaître par cœur. Est-ce que c'est pareil pour les seuils pour le barème kilométrique? Oui, c'est pareil, effectivement, pour les seuils pour le barème kilométrique d'un véhicule. Il n'y a pas à les apprendre. Ils sont donnés. Tout à fait. À ce stade, il faut faire que des annales, relire ses cours ou des exercices ou les trois. Alors, à ce stade, oui, je vous conseille de vous entraîner le plus possible. Donc, refaire des exercices. Les trois, alors, il faut faire que des annales, relire les cours. Alors, normalement, je vous conseille, par exemple, le soir, de relire vos cours. Ensuite, je pense que vous avez un programme de révision, mais donc le lendemain, euh, faire une application au moins de cours pour être bien prêt. Parce qu'en fait, si vous ne connaissez pas vos règles, vous ne pouvez pas correctement donc appliquer, c'est-à-dire faire des exercices. Quelque part, ça sert à rien. Parce que si vous n'avez pas déjà la règle de droit, vous ne pouvez pas l'appliquer. Donc, ça sert à rien de faire des exercices sans apprendre les cours. Donc, la priorité, c'est effectivement bien connaître son cours, mais aussi bon, après s'entraîner en faisant des exercices. Après, Fishben, donc j'ai fourni 4 sujets inédits à Fishben, donc vraiment des sujets de base, sans avoir à refaire avec des calculs de tête pour vous entraîner à faire des calculs. Donc, avec ces 4 sujets-là, vous revoyez l'ensemble du programme et vous pouvez ainsi, Fishben fournit des sujets inédits qui ne sont pas tombés à l'examen. Ça vous permet donc de bien voir si vous avez bien compris la règle en l'appliquant ensuite. Donc, la première chose, c'est d'apprendre ces cours, voilà, en particulier sur la TVA, hein. Et après, donc, vous faites les entraînements, les applications. Il faut faire les cours et au moins des sujets si possible inédits. Ouais. Parce que ce qui est tombé déjà à l'examen ne retombera pas. Donc, après, ça peut faire un entraînement, hein, mais voilà, des exercices, c'est peut-être mieux, mais le problème, ça ne vous met pas vraiment dans les conditions de l'examen. Mm. Donc, parce qu'il y a dans les exercices, souvent, les questions ne sont pas les mêmes qu'à l'examen. Euh, je veux dire par là, vous avez des questions avec un point d'interrogation à la fin dans l'exercice, alors qu'à l'examen, on vous précise bien ce qu'on attend de vous. C'est-à-dire qu'il y a un point, mais il y a déterminer, analyser, argumenter, tout ça. Donc, enfin, ça, c'est des directives importantes à bien prendre en compte quand vous faites, vous répondez à la question.
Donc, moi, je dirais plus des sujets d'examen, des sujets inédits, ça serait l'idéal. Alors, la TVS, c'est à réintégrer. Donc, on me demande si c'est à de réintégrer dans le résultat fiscal à l'IR ou à l'IS. La TVS, c'est un impôt professionnel à l'IR et c'est à réintégrer à l'IS. Du coup, l'impôt professionnel à l'IR, ça veut dire que c'est normalement déductible. Et à l'IS, non, c'est pour l'instant à réintégrer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Si une société soumise à la TVA vend un local à un docteur qui n'est pas soumis à la TVA, comment ça se passe pour la TVA? Faut-il la prendre en compte ou non? Oui. Donc, là, le problème qui se pose, c'est que la société, elle est soumise à la TVA et qu'elle vend un local à un docteur. Donc, ici, qui n'est pas soumis à la TVA puisque le docteur, il est non assujetti, effectivement, il est OK. Donc, lui, si vous vendez le local, si vous êtes soumis à la TVA, c'est que vous aurez donc de la TVA collectée. Sauf que le docteur, lui, comme il l'achète, il ne pourra pas déduire la TVA étant donné qu'il n'est pas assujetti, euh, qu'il n'est pas redevable plutôt. Alors, comment ça se passe pour la TVA? Faut-il prendre en compte ou non? Donc oui, pour le vendeur, non pour l'acheteur, puisqu'il n'aura pas le droit de déduire la TVA. Vous pensez que c'est quel petit impôt qui va tomber? Euh, euh, Petit impôt, ouais. L'IFI tombe souvent, mais bon, les droits d'enregistrement peut-être, hein, si c'est un régime du réel simplifié, réel normal, avec une régularisation sur un immeuble et peut-être des droits d'enregistrement. Ouais, peut-être plus les droits d'enregistrement. Donc sur un immeuble, 5 et quelques pourcents, 5,087. Voilà. Les impôts locaux sont jamais tombés. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est pas moi qui ai fait le sujet, hein. Il me tarde, comme vous, de les découvrir, c'est vrai. Ok, pas d'autres questions pour l'instant, a priori. Peut-être une dernière. Allez, n'hésitez pas. Ah, c'est sûr, la calculatrice n'est pas autorisée, oui. Ça, c'est oui. Mais je vous dis, hein, c'est le détail de calcul qui compte, hein. Perdez pas trop de temps sur les calculs. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous rédigiez l'explication du calcul. Oui. À l'examen, il faut rédiger la façon dont vous allez calculer par exemple, votre impôt sur le revenu. On n'attend pas le résultat. Donc, c'est vrai que c'est pour ça, je pense que la calculatrice n'est pas autorisée, parce que sinon, vous mettriez juste un résultat sans expliquer la démarche. Et ça serait, ça vous ferait perdre la majorité des points, même si le résultat est juste.
Est-ce que les seuils de chiffre d'affaires annuel des livraisons de biens et des prestations de services ont changé par rapport à l'an dernier? Alors, les seuils de livraison de biens et de services. Les seuils, je ne vois pas ce que livraison de Ah oui, pour le régime, hein, c'est ça? Pour, les seuils, on est toujours sur les seuils de BIC, hein, c'est ça? Que, ou les seuils de TVA, peut-être, hein. Est-ce que la réponse peut être précisée? Euh, donc, de toute façon, les seuils seront fournis, hein. Pour la TVA, ok. Donc, pour la TVA, alors, les seuils de TVA, donc par rapport à la loi de finances 2024, je regarde, là, je regarde ma loi de finances pour voir si ça a changé. Alors, alors, à compter du 1er janvier 2025, les seuils de TVA changent. Mais donc, non, vous pouvez prendre les. Enfin, c'est donc les seuils n'ont pas changé, non. Ce sera à partir du 1er janvier 2025 que le régime de franchise se fera à partir de 85 000 en dessous de 85 000 pour les ventes de biens. Vente de fournitures, oui, c'est ça. Et les prestations, c'est 37 500. Mais ça, non, ça, c'est les anciens. Et les nouveaux, c'est 93 500. Mais c'est qu'à partir de 2025. Donc, ça ne vous concerne pas. Donc, vous restez sur les seuils de 85 000, de 37 500 pour, en tout cas, la franchise voilà, qui change. Mais qu'en 2025. Donc, vous restez sur les seuils qui n'ont pas changé pour répondre à la question. Est-ce que vous aurez des BNC? Ah, il y a des chances. Parce que je vous ai montré, hein, l'impôt sur le revenu tombe chaque année. Donc, vous pouvez avoir la catégorie des BNC qui n'est pas tombée depuis longtemps. Profession libérale, hein. Donc, vous pouvez très bien, oui, avoir cette partie-là, hein. L'année dernière, c'était plus les revenus fonciers et les RCM. Donc, ouais, ça peut tomber, oui. Est-ce qu'on aura votre document? Ben, je vais voir avec le responsable si, s'il veut le produire, hein. Pas de souci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminé pour ce soir. Je vous remercie aussi de votre interactivité et surtout, je vous souhaite une très bonne réussite à toutes les épreuves que vous passerez. Allez, accrochez-vous, vous y êtes presque, plus que quelques jours et après, ben, vous pourrez savourer votre réussite. Bonne réussite à tous en tout cas. Et n'oubliez pas, hein, cet été, si vous voulez travailler ensuite le DSCG, les Figiben offrent la possibilité, hein. Donc, n'hésitez pas. Au revoir. Très bonne soirée. Merci. Bonne soirée, Sarah.